À TD Quart Monde, on a un très grand objectif, c'est d'éradiquer la misère. Alors, voilà. Et on y croit et on pense que c'est possible parce que la misère, c'est l'œuvre des hommes et donc les hommes peuvent la détruire. Et on pense aussi que la misère, c'est une violation des droits de l'homme et on se positionne bien sur les droits. Et ce qu'on défend, c'est les mêmes droits pour tous. Et du coup, ne laisser personne de côté, c'est-à-dire on pense que tout le monde doit pouvoir participer à la société, tout le monde a une place et tout le monde doit être reconnu comme citoyen à part entière. Alors, pourquoi aujourd'hui les politiques de lutte contre l'exclusion ne marchent pas? On est convaincu que c'est parce qu'on n'associe jamais les personnes qui sont concernées à leur élaboration, à leur mise en œuvre, à leur évaluation. Et on est persuadé qu'avant tout, si on veut faire une proposition politique ou si on veut avancer politiquement, il faut associer ces personnes et il faut travailler avec elles. Donc on croit très fort aux expérimentations de nouvelles politiques ou de nouvelles idées en associant les personnes justement en grande précarité pour arriver à ce que ces propositions politiques conviennent et arrivent à justement éradiquer la misère. Alors, pour justement qu'un revenu de base, qui est une proposition politique, donc soit un outil d'éradication de la pauvreté, on croit vraiment qu'avant tout, donc, il faut la participation des personnes. Donc c'est vraiment notre premier sentiment, parce qu'il faut vraiment leur reconnaître leur savoir, leur expérience de vie au quotidien, qui permet en fait de savoir ce qui est bon pour elles et ce qui ne l'est pas bon. Et elles peuvent l'apprendre à la société. Elles ont beaucoup de choses à nous apprendre. Les mêmes droits pour tous, donc là on revient un peu sur l'idée de l'universalité. Il faut que, voilà, donc on croit, en effet, nous on se base plutôt sur la Constitution, hein, qui rappelle que chacun a droit à des moyens convenables d'existence. Et donc on demande à l'État de prendre les politiques qui peuvent assurer à tout être humain sur son territoire le droit à des moyens convenables d'existence. Alors aujourd'hui, comme l'a dit Serge, aujourd'hui on est confronté vraiment à de la stigmatisation très forte, c'est-à-dire en fait clairement les moyens convenables d'existence ne sont pas reconnus comme un droit, mais comme une aide humiliante, voilà, comme une assistance, et donc on considère les gens comme des assistés. On les stigmatise beaucoup et cette stigmatisation a plutôt tendance à augmenter. Voilà, on a d'ailleurs inventé le terme pauvrophobie et fait reconnaître ça comme une nouvelle stigmatisation. Voilà. Quand on est pauvre, on dépend toujours du bon vouloir des autres. Et c'est ça qu'il faut arriver à dépasser si on veut vraiment construire avec les personnes. Ce qui est important aussi, c'est de considérer ou de ne jamais oublier que la pauvreté, elle est multidimensionnelle. On la caractérise justement souvent par un revenu, par le seuil de pauvreté que tu as cité. Mais voilà, elle est plein d'autres choses. Parce qu'en fait, quand on vit la précarité, on est souvent soumis à des insécurités constantes. Et on a un cumul d'insécurités, en fait. Et quand on arrive à résoudre un petit quelque chose, souvent, ça continue à craquer partout. Et on a un quotidien très difficile à toujours essayer de sécuriser les choses à minima, en court terme. Et, voilà. Et c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Et du coup, il y a un certain découragement des personnes. Enfin, c'est vraiment un combat pour elles très fort de cette précarité. Et elles sont toujours entre je me bats contre ma situation pour améliorer ma situation et en même temps je suis complètement dépendant des autres. Et elles sont toujours tiraillées entre cette dépendance et ce combat. Et il faut vraiment prendre en compte l'ensemble. Donc pour ça aussi, souvent les personnes en effet peuvent pas le faire seules et l'accompagnement des personnes est quelque chose de fondamental aussi, à condition que cet accompagnement soit vraiment respectueux de la personne et qu'on tienne bien compte des aspirations et de ses compétences et non pas qu'on impose. En général, voilà, je connais un jeune par exemple qui rêve de s'occuper d'animaux, les seules choses qu'on lui propose c'est de faire préparateur de commandes, voilà, et on lui a coupé sa garantie jeune au bout de 3 mois parce qu'il a refusé d'être préparateur de commandes. Enfin, voilà, donc c'est de tenir compte vraiment des aspirations des personnes et de leurs compétences. C'est ce qu'on essaye de faire aussi avec un projet que vous connaissez peut-être qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. Voilà. Qui part justement de ce que savent faire les personnes et de ce qu'elles peuvent mettre au service du territoire dans lequel elles vivent. La question aussi, c'est de trouver un revenu qui permet de vivre dignement. Alors, il faut définir ce qu'est vivre dignement. Alors, c'est une question de montant, certes, et aujourd'hui, en effet, les montants ne suffisent pas. Hein. On a vraiment... là, je peux vous lire un petit peu ce que dit... où j'ai une dame qui a 3 enfants qui sont en train de quitter le foyer. Donc aujourd'hui, elle touche 709,50 €. Voilà. Ses charges, son loyer, c'est 384,78 €. Le chauffage, 72 €. L'EDF, 63 €. L'eau, 55 €. L'assurance habitation, 23 €.
téléphone, internet, 48 €, et elle a pris une mutuelle pour sa maman, qui est vraiment qui est vraiment en situation de dépendance, donc de 18 €, parce qu'elle partage avec ses frères et sœurs cette mutuelle. Voilà, donc ça lui fait des charges à 660 €, il lui reste donc 47,46 € pour vivre le mois. Elle vit avec son fils et elle héberge chez elle deux jeunes qui ont été expulsés de leur foyer. Donc c'est ce qui lui reste. Donc ce qu'elle dit, elle, c'est qu'elle ne peut jamais, enfin elle dit souvent son ras-le-bol. On ne peut pas payer les factures principales, on ne peut jamais se faire plaisir. Je vais exprimer mon ras-le-bol de devoir vivre et dépendre de l'État, de vivre juste pour survivre, de devoir tout compter, de devoir juste regarder et de ne pas pouvoir acheter. Ne pouvoir se faire et profiter d'un petit plaisir, toujours devoir dire non aux enfants. Ras-le-bol des aides du CCAS ou du colis de dépannage, de passer de service en service pour réétaler la vie privée. On veut pouvoir payer, faire et acheter avec notre propre dignité. Tout simplement vivre sans rien devoir et demander à personne. Je ne veux plus aller mendier de bons alimentaires. Parfois, j'ai plus rien, mais j'y vais pas. Ça évite de remettre les bons alimentaires à la caissière du supermarché et d'être regardé par les autres. Je n'en peux plus de dépendre du bon vouloir des autres. Donc, voilà. Donc, comment sortir de cette dépendance et de vivre par ses propres moyens. Alors il y a le travail, enfin, les gens en grande précarité veulent travailler, souvent on pense que voilà, ils aspirent vraiment à être utiles à la société, c'est ce qu'ils recherchent le plus, c'est d'être reconnus bien avant d'avoir une somme d'argent suffisante pour vivre. Ce qu'ils revendiquent surtout, c'est d'être considérés comme des citoyens et d'avoir leur place. Et cette place, ils savent très bien que c'est par le travail qu'on l'a le plus facilement et que c'est par là qu'on est reconnu. Mais trouver du travail quand on est en grande précarité, quand on est très éloigné, quand on n'a pas de lien social, quand on n'a pas... Voilà, c'est d'une complexité énorme. Donc, Fatia, par exemple, elle a beaucoup contribué là où elle habite à établir... Et quand on n'a pas de diplôme. Et quand on n'a pas de diplôme. Voilà, Fatia a beaucoup contribué à mettre en place, là où elle habite, une épicerie solidaire. Et donc, il fallait après créer un emploi pour l'épicerie solidaire. Et donc... la dame qui est responsable de l'épicerie solidaire vient la voir en disant « Fatia, on a pensé que ce serait bien que ce soit pour toi ce poste, puisque vu ce que tu as investi comme ça. » Et puis finalement, non, la commune a décidé que non, parce que Fatia n'a pas de diplôme, et donc ils ont pris quelqu'un qui avait un diplôme pour être... enfin, c'était un rôle de médiateur un peu à l'épicerie solidaire, voilà, et pour assurer ce poste. Donc voilà, donc les compétences des personnes ne sont pas forcément reconnues là où elles sont. Le souci ici, c'est que la pauvreté, ça vous rattrape souvent. Hein, vous essayez, quand vous êtes vraiment en très grande précarité, vos enfants risquent fort d'être en grande précarité aussi. Donc je prends toujours Fatia. Hein, j'ai pris des choses parce qu'on vient de travailler avec Fatia pour d'autres pour d'autres interventions. Donc voilà, j'ai tous ces exemples-là. Elle raconte, donc ma fille enceinte de 4 mois nous a quittés pour suivre son conjoint qui a eu du travail sur Paris. La seule solution a été de trouver un logement dans le privé. Pas de logement social. Elle n'arrive pas aujourd'hui à faire valider et enregistrer sa demande de logement social du fait que le propriétaire refuse de lui fournir les quittances de loyer puisqu'il est reconnu comme un marchand de sommeil. On nous a expliqué aussi que ma fille n'était pas dans les 8 critères pour être prioritaire pour le logement social. On a fait beaucoup de démarches, on a écrit partout, la mairie, le conseil départemental, la sous-préfecture, la DIL, les propriétaires, et beaucoup de courriers. Toujours des courriers en recommandé. Alors, un recommandé, c'est 5,40 €. Donc, je vous ai dit tout à l'heure ce qu'il restait par mois pour vivre. Enfin, voilà. Donc, c'est quand même des démarches un peu folles et des gens qui ne savent plus où donner de la tête pour faire. Voilà. Pour que ce soit un revenu aussi pour que le revenu de base corresponde aussi à ce que veulent les gens, il faut que ce revenu soit vraiment lisible, prévisible et qu'il respecte la vie privée. Donc, voilà. En effet, le RSA aujourd'hui est une aide conditionnelle ce qu'on appelle une aide différentielle, c'est-à-dire en fait, ce n'est pas un minimum social, c'est un maximum social. C'est-à-dire toute nouvelle rentrée d'argent est déduite de votre RSA. Le RSA, il est réévalué tous les 3 mois. Tous les 3 mois, votre compte en banque votre relevé de banque est épluché pour savoir d'où viennent vos rentrées d'argent, qu'est-ce qu'elles sont, et elles sont déduites de votre RSA. Et donc le RSA devient un maximum social. Un plafond non cumulable avec d'autres sources. Il est donc ni lisible ni stable. Chaque mois, on ne sait pas ce qu'on va avoir parce que... Suivant, la personne a un peu oublié qu'elle avait eu 10 € de plus un mois suivant et que les 3 mois après, on lui retire ces 10 € alors qu'elle en a vraiment besoin. Donc aujourd'hui, avec le RSA, on ne vit pas, on survit.
Et ce qu'il faut avoir en conscience aussi, c'est que quand on vit avec des revenus très bas comme ça, même quelques euros de différence d'un mois à l'autre, ça peut être la catastrophe. Ça peut déséquilibrer complètement. Enfin, je pense que le confinement nous l'a montré. En fait, c'est voilà, tous les systèmes un peu tout ce qu'il pouvait y avoir un peu à côté, tout ça, quand ça s'écroule, c'est la catastrophe, alors que ça joue sur quelques euros. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est avec les aides aujourd'hui actuelles, hein, une rentrée d'argent par exemple qui est ramenée par un enfant dans un foyer, elle est retirée du montant global des allocations de la famille. Donc on reconnaît aujourd'hui dans les familles pauvres que c'est aux enfants de faire vivre les parents. Et après on vous parle d'émancipation des jeunes. Le seul choix pour les parents, c'est de mettre, c'est de mettre les enfants dehors. Alors Fatia dit aussi, hein, ma fille, son premier emploi, a quitté la maison pour s'installer pour pas que je ne perde de l'argent. Pourquoi pour pas que je ne perde d'argent alors qu'elle n'était pas prête à partir. Voilà. Alors qu'aussi quand vous avez des rentrées d'argent par erreur, hein, ce qui est le cas là, on vous retire ça. Évidemment, aujourd'hui, aussi, ce qui ne va pas du tout dans les minima sociaux, c'est que les jeunes entre 18 et 25 ans n'ont rien. Donc, voilà, la garantie jeune, c'est 1 an et encore. Et elle est conditionnée fortement aussi à la recherche d'emploi ou à la formation. Donc, elle vous est retirée très facilement. Et elle ne s'occupe pas trop des lois. Enfin, voilà, beaucoup de jeunes, en fait, on ne se préoccupe pas trop s'ils sont bien logés ou pas avant de les forcer à trouver du travail. Enfin, c'est pas tout à fait la réponse. Et il y a des études qui montrent que vraiment les jeunes les plus éloignés, les plus en précarité, en fait, n'ont pas accès du tout à la garantie jeune. Voilà, c'est fait pour des gens en précarité, certes, mais qui ont encore du réseau social, qui ne sont pas forcément les plus éloignés. Ce qu'on croit très fort aussi, donc pour éviter ça, c'est vraiment l'individualisation. Donc là, on rejoint aussi une idée de revenu de base, hein, c'est d'arriver en effet à l'individualisation du revenu, que ce soit bien le revenu soit attaché à la personne et non pas au ménage. Ça nous semble essentiel. Alors évidemment, se pose la question quand même des allocations logement, etc. Et c'est une des raisons pour lesquelles on ne veut surtout pas, par exemple, qu'elles soient dans un RUA proposé par le gouvernement actuel, parce qu'en fait, ces allocations pour logement sont bien des allocations qu'on peut reconnaître au ménage. Où voilà. Donc on n'a pas à les mélanger avec un revenu de base ou un revenu... Voilà. C'est lié à la politique de logement, ça n'a rien à faire avec un revenu pour des moyens convenables d'existence. Je peux vous dire, oui, donc un revenu sans devoir, sans condition, on l'a déjà fortement dit, sans condition liée. Alors vraiment, nous, ce qu'on voit fort, c'est dans les familles, hein, il y a plein de ruptures aussi des minima sociaux, c'est-à-dire suivant, c'est ça, quand un enfant a 18 ans, le minima est recalculé, quand vous vous séparez du conjoint, quand vous avez un décès, quand vous avez, voilà, plein de raisons familiales, en fait, amène à des ruptures du minima social. Et quand on a une rupture, il faut mettre quelquefois 3 mois. Enfin, la rupture est faite du jour au lendemain. Quand on a réévalué votre compte en banque, hop, vous vous retrouvez avec 0 euros le jour. Et il faut au minimum 3 mois pour récupérer voilà, ce minimum social. Donc vraiment, ça nous semble très important pour éviter justement tout ce conditionnement lié à la composition familiale, d'aller vers cette individualisation et d'arrêter les conditions liées au ménage. Et lié aussi, donc de plus en plus aussi lié au travail, hein, puisque en fait de plus en plus c'est soumis aussi les ruptures ou du moins les pénalités, les réductions de RSA. Hein, je ne sais plus, dans le département du Nord, je crois que c'est 40% des personnes quasiment qui touchent le RSA qui ont été pénalisées ou sanctionnées. Hein, on les sanctionne. Ça recommence. Oui, voilà. Donc ces sanctions... ce qui sont tout à fait inadmissibles. La sanction pouvant aller jusqu'au retrait total du RSA. Hein, 0 € pour des personnes pour vivre. Simplifier aussi l'accès nous semble essentiel. Aujourd'hui, les difficultés, la complexité des dossiers est une raison de non-recours, hein, et une raison aussi des ruptures du RSA. Des lettres pas reçues, des procédures inquisitrices, enfin, des gens qui ne veulent plus y aller parce que tellement c'est compliqué, ils ont déjà perdu 3 fois leur RSA, ils ne veulent plus. Voilà. La aussi, hein, quand on touche le RSA, voilà, je sais plus, Fatia me citait qu'elle a reçu des masques, et voilà, la première remarque de gens, ah oui, toi, tu as eu des masques parce que tu es précaire, hein, nous, on n'a pas droit. Voilà, enfin, bon, donc, la moindre chose, c'est ça. Le RSA, tu as tout pour rien. Tu as tout pour rien, tu as tout pour rien, voilà. Et donc, ce qui nous paraît vraiment essentiel aussi, c'est de penser au sein d'une politique globale de lutte contre la pauvreté. Enfin, voilà, il faut se battre pour des moyens convenables d'existence, mais il ne faut pas oublier donc, toutes ces dimensions de la pauvreté et d'avoir une politique globale. Et donc,
penser aussi tout ce qui est droit connexe, quand le danger aussi de fixer un revenu de base, par exemple, c'est d'oublier qu'il y a des revenus qui donnent lieu à d'autres droits, d'autres aides, d'autres soutiens. Ce qui est d'ailleurs inadmissible, c'est que vous avez certains revenus qui donnent droit, puis des revenus à peu près de même montant qui ne donnent pas droit. Donc nous, ce qu'on demande aussi, c'est que justement, ce ne soit pas lié au type de revenu qu'on a, mais bien au montant du revenu qu'on a. Si on a besoin d'être aidé un peu plus sur tel ou tel point, sur l'alimentation, sur le logement, etc., que ce soit bien lié à votre niveau de revenu et non pas parce que vous êtes touché le RSA, la SS, le minimum vieillesse ou je ne sais quoi, ou le chômage, enfin voilà. Et puis, oui, j'ai bientôt fini. Oui, j'ai pas à peu près fini. Voilà. Donc, importance aussi avec les, avec les politiques d'accompagnement, le lien avec les politiques d'accès de tous aux droits de tous, que ce soit l'école, l'éducation, la formation, etc. Voilà.